Vincent Wackenheim a été éditeur et a toujours mené une activité de romancier et de critique littéraire en parallèle. On lui doit ainsi des romans, des textes littéraires, parus chez Le Temps qu'il fait, Le Dilettante, Léo Cher. Mardi 25 février 2025, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche, Vincent Wackenheim présentait en dialogue avec Christian Thorel son ouvrage « La mort dans tous ses états, esthétique des danses macabres, 1785-1966 », paru à l'Atelier Contemporain. Voilà, merci pour votre présence et votre patience. Bon, j'espère que la mort attendra aussi, hein, quand même. On va lui demander d'attendre un peu. Je suis très heureux de vous accueillir, Vincent Wackenheim, parce que c'est un travail tellement extraordinaire et finalement un plaisir magnifique de passer du temps sur ce livre extraordinaire, à plus d'un titre extraordinaire. Comment ? Au titre ne serait-ce qu'au titre de son poids, oui. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir parce qu'il y a aussi votre éditeur qui sera avec nous de loin, François-Marie Desrolles, et qui fait lui-même un travail acharné. On a des fois du mal à comprendre comment il arrive à faire tout ça tout seul, mais bon, il peut pas. C'est quelqu'un qui doit être avec un grand équipage de fantômes pour travailler avec lui. Voilà, des fantômes, je ne sais pas si vous allez les évoquer, mais en tout cas, vous allez nous évoquer la mort dans tous ses états, en deux étapes, avec une présentation générale de ces danses, alors danse de mort, danse macabre, peut-être vous allez nous dire tout ça. Puis, voilà, nous aurons quelques-unes des images. Il y en a combien en tout ? Alors, il y a 108 artistes, c'est ça ? Donc, il y a 104 auteurs, plutôt dessinateurs répertoriés dans ce livre, et il y a plus de 1000 images. À l'origine, il faut compter à peu près 25 images par danse macabre pour faire une moyenne. Oui, donc, et donc, originellement, on voulait publier les 2500 images. Et la réalité économique et la simple réalité a voulu qu'on se limite et qu'on fasse un choix. Pour certaines sont reproduites dans leur totalité. Voilà, mais enfin, il y a un travail de composition. D'abord, il y a tous vos textes, tout votre travail liminaire. Peut-être vous allez nous dire aussi d'où proviennent tous ces chefs-d'œuvre. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, après l'exposé, après les images, nous y aurons une conversation. Évidemment, toutes les questions de la salle sont les bienvenues. Tout à fait. Voilà. Alors, bienvenue à la mort dans tous ses états. Merci. Alors d'abord, merci de m'accueillir dans cette ville de Toulouse. Moi, je suis, comme mon nom l'indique, alsacien d'origine. Donc, j'ai été quelque peu étonné de voir que vous pouvez également avoir des températures assez basses pour une ville sudiste. Mais c'est toujours avec un grand plaisir que je viens dans cette ville qui est merveilleuse. Et je n'ai pas manqué d'aller passer quelques heures à la Fondation Bemberg, où je suis allé saluer mon ami Cranach, dont vous, collectivement, détenez, tout du moins dans cette partie de l'Europe, quelques pièces tout à fait magistrales. Donc, merci d'avoir accueilli ce travail ici. Alors, originellement, j'avais écrit un livre sur un artiste alsacien, allemand en fait, qui est venu en Alsace. L'Alsace, comme vous le savez, peut-être est devenue allemande en 1871. Et le Kaiser et les autorités ont à l'époque voulu satisfaire les Alsaciens après avoir bombardé leur ville en construisant une bibliothèque, un musée, un opéra, un théâtre et également une école des arts décoratifs, ce qui n'existait pas dans le reste de l'Europe, mais qui donnait à l'industrie allemande de quoi alimenter ses designs. Et donc, quand il s'agit de peupler cette nouvelle école d'artistes, un jeune artiste munichois qui s'appelle Joseph Sattler est venu s'installer à Strasbourg et il a dessiné une danse macabre qui est parue en 1884.
Et quand j'ai fait ce livre, je voulais à l'origine ne faire que des textes littéraires sur chacune des images et pas du tout faire un essai sur Sattler. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur cet homme. Et donc j'ai cherché à situer sa danse macabre parmi d'autres, pensant trouver quelques petits exemples, quelques rares exemples. Et force a été de constater que cette notion de danse macabre avait perduré après le Moyen-Âge, on va y revenir, pour trouver un épanouissement plutôt régulier tout au long et du XIXe et du XXe. Donc ce fait qui existait dans les mémoires collectives n'avait pas été répertorié et analysé, ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai voulu avant tout donner à voir dans un livre comme cela, parce que ce sont des images pour certaines qui sont relativement rares, voire dont la cohabitation est peu fréquemment mise en exergue. Donc voilà la raison d'être de cet ouvrage. Alors, pour votre mémoire, sachez que, ça vous le savez, que nous sommes en 2025 et que, peut-être ne le savez-vous pas, nous allons fêter collectivement cette année le 600e anniversaire de la danse macabre des Saints Innocents à Paris. Cette danse macabre de 1425 est censée être la danse macabre d'origine de ce qui était présent en graphisme, on va y revenir, en Europe. Il faut imaginer ce qu'a pu être l'Europe couverte de ces danses macabres, on va y revenir. Alors pour ça, je voudrais juste vous rappeler un petit contexte historique. Nous sommes entre 1340 et 1440, pour faire simple, dans une ambiance où règne en Europe la peste, les épidémies et la guerre. Imaginez que dans cette période, et nous l'avons vécu anecdotiquement avec le Covid, imaginez que dans cette période, certaines zones de l'Europe, Florence par exemple, a été décimée à hauteur de 70% de sa population, et que l'Europe ne retrouvera son niveau de population que sous Louis XV. C'est considérable. C'est-à-dire que des villages entiers, des villes, des campagnes, pouvaient simplement se voir du jour au lendemain dépeuplés, voire totalement disparaître. Et ce qui était un fait de maladie, de la guerre, des épidémies, des famines, est également devenu un problème social. Imaginez une société où il n'y a plus assez de gens pour enterrer les morts. Mais il n'y a également, et ça on l'a un tout petit peu connu au moment du Covid, mais imaginez qu'il n'y a plus non plus personne pour cultiver, pour récolter, pour marier les gens, pour confesser les gens, pour faire du commerce, établir des héritages. La société, donc, dans sa totalité, s'est trouvée complètement bloquée. Donc, pour, comment dirais-je, satisfaire ou anticiper les angoisses des populations, la société civile et l'Église a décidé de couvrir l'Europe de ces danses macabres qui sont, on va le voir, fondées sur le principe de l'égalité. Si l'égalité n'existe pas dans ce monde, ça, tout le monde est bien obligé de le constater, l'Église dit, oui, mais l'égalité, elle va régner au paradis. Donc ne soyez pas trop inquiets, la résurrection arrivera. Donc dans un processus tout à la fois philosophique, religieux, liturgique, fondé sur la résurrection, il a été obligatoire de montrer au peuple quelles étaient les voies d'espoir. Alors là, il faut que ça marche. Voilà une danse macabre traditionnelle. Vous voyez, elle date de 1474. Et je vais juste vous demander de la regarder comme une sorte de grammaire. Vous voyez alternant, alors elle n'est pas complète là, c'est donc une fresque, peinture murale. Vous voyez une alternance de bourgeois, là-bas il y a un gars qui fait du vin avec le petit tonneau, et il y a un enfant, et entre chacun il y a la mort.
Et la mort vient donc les chercher, quel que soit leur niveau social. La mort est égalitaire et moissonne. Et donc, dans un contexte, rappelez-vous, où au Moyen-Âge, l'angoisse, c'est de mourir brutalement. C'est tout l'inverse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il me semble que chacun d'entre nous aimerait bien, entre guillemets, mourir d'un infarctus ou d'une rupture d'anévrisme plutôt que de passer 3 ans dans des conditions physiques compliquées. Au Moyen-Âge, c'est tout l'inverse. L'angoisse, c'est de mourir brutalement en état de péché. Par exemple, de mourir dans une maison close, c'est la catastrophe. De mourir au combat, c'est la catastrophe. Donc l'Église, par exemple, organise une sorte de confessionnal généralisé pour les chevaliers qui vont à la guerre. Parce que sinon, ils n'y vont plus. Parce qu'ils ne veulent pas mourir en état de possible péché. Donc ce rapport à la mort, qui aujourd'hui est complètement différent, il structure la société. Et ces images-là, elles sont faites pour participer de ce discours. Alors il faut les imaginer. Là, c'est au-dessus d'une porte, donc vous voyez à peu près la taille que ça fait. Une danse macabre pouvait faire 80 mètres de long, avec des panneaux de 2 mètres de haut. Et le long, notamment, des cimetières, ou le long du chemin que prenaient les fidèles pour aller communier. Donc imaginez le dimanche, ou lors des fêtes religieuses, imaginez le peuple marchant devant toute cette succession d'images qui servaient, qui avaient des vues et des velléités totalement pédagogiques. Donc, cette première série, vous en aviez dans pratiquement absolument toutes les églises. Alors, de façon extrêmement pauvre, selon les moyens des différentes communautés, ou au contraire totalement flamboyante. Ainsi, par exemple, la très fameuse danse macabre de Bâle, qui était une splendeur. Alors, on ne la connaît plus parce qu'elle a été détruite. Donc voilà pour la version picturale. Et cette version picturale, elle va bien évidemment connaître des versions papier. Et la notion de technique va être importante dans notre propos. Cette version picturale va connaître une version papier, bien évidemment, parce que le tournant du XVe, XVIe siècle va voir non seulement la fin des incunables, c'est-à-dire les derniers livres qui sont faits sans procédé typographique de caractère mobile, et l'extension de l'imprimerie au début du XVIe siècle. Alors si on ne connaît pas la danse macabre des Saints Innocents, on en connaît quand même une représentation. Voilà, une représentation de Guy ou Guyot Marchand, qui exerçait la noble profession dont M. Torel est un des dignes représentants, puisqu'il était à l'époque libraire-imprimeur, comme beaucoup de ses confrères, et donc il a publié un livre qui représente ce qu'on croit être la danse macabre des Saints Innocents. Le principe est toujours le même. Vous voyez la mort qui, sur la gauche, vient chercher un médecin. Vous voyez qu'il tient des urines, puisque les médecins passaient leur temps à observer les urines de leurs patients pour y détecter leur maladie. Plus à droite, vous voyez, alors on ne le reconnaît pas bien, mais c'est un amoureux. Il est très, très exactement, c'est l'amoureux transi. C'est un amoureux que la mort vient chercher. Donc ça, c'était fait en des bandes il y en avait 20 mètres de long. Et Guy Marchand a publié cette danse macabre donc au milieu du XVe siècle. Et vous voyez que une des difficultés, et il faut l'avoir en mémoire à ce moment-là, c'est de savoir comment représenter l'horreur d'un squelette. C'est-à-dire comment faire qu'une image soit immédiatement lisible par tout un chacun. Donc, mais il faut quand même que ce soit un peu terrifiant. Donc c'est un exercice qui n'est pas tout à fait simple. Donc vous voyez que sur le squelette de droite, il est encore relativement vivace, puisqu'on a l'impression qu'il est encore
muni de muscles, mais pour bien montrer qu'il est mort, on lui met une grosse cicatrice au milieu du ventre pour le caractériser. Donc cette phase-là, milieu du XVe siècle, c'est ce que les très nombreuses publications du Moyen-Âge finissant va produire. Dans les foires, par exemple, la très fameuse foire de Troyes, le Quidam pouvait s'acheter comme une image pieuse ou comme une petite représentation, pouvait s'acheter 1 ou 2 feuillets de ces éléments. Alors, on l'a vu, la danse macabre est quelque chose de collectif. C'est donc une sarabande de gens que la mort vient chercher. Vient chercher toute une société, mais sans données morales ou sans données punitives. Elle fait juste son travail. Et collectivement. La révolution va venir d'un graveur que vous connaissez tous, qui est Holbein. Holbein, lui, il va individualiser les images parce qu'il les fait pour des livres. Donc, qui dit livre dit page, et qui dit page dit format réduit. Et ensuite, il va donc non seulement individualiser la technique, mais individualiser les scènes. Donc, la très fameuse Danse macabre de Hans Holbein, 1538, qui a été publiée à Lyon. Lyon étant, à cette époque-là, le centre européen d'impression pendant une trentaine d'années, le centre européen d'impression le plus important. Donc vous voyez, on est toujours avec le même système. La mort vient chercher là, sur la première image en haut, le marchand, puis la nonne, puis l'enfant, là-bas le chevalier, ici la jeune fille noble, là le conseiller, là-bas c'est Adam et Ève, et tout en bas, une des images peut-être les plus célèbres, le paysan. Et là commence l'idée que la mort va devenir un principe actif, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ambiance où c'est simplement le vecteur de Dieu. Là, il y a une notion d'accident et de bien et de mal. Vous voyez, par exemple, l'image complètement à droite, où la mort vient perturber la bonne marche de l'attelage, ce qui va provoquer l'accident et donc le décès du paysan. Donc voilà, dans ces trois séries de clichés, j'ai voulu vous montrer le passé. Et ce passé, il va perdurer, grosso modo, pendant tout le 15e, milieu du 16e siècle, et il va décliner fortement, totalement, non seulement à cause de la réforme, mais également à cause de la contre-réforme. Vous vous souvenez que dans les terres de la réforme, toute image qui pouvait s'assimiler de près ou de loin à de la magie va être considérée comme impropre à véhiculer l'idée de l'Église primitive. Donc on détruit dans les églises les représentations qui y figurent, ou alors on les aménage. Par exemple, la fameuse danse macabre de Bâle, lorsque Bâle est devenu, comme toutes les villes suisses et les villes alémaniques, des villes protestantes, on a rajouté des personnages féminins, on a enlevé les personnages des papes dans les danses macabres pour les mettre au goût du jour. La contre-réforme catholique, qui avait bien conscience de perdre du terrain, a fait exactement la même chose, par exemple en supprimant dans les églises les jubés. Le jubé était la pièce d'architecture qui séparait le clergé des fidèles. Au Moyen-Âge, le fidèle, il ne va pas à la messe. Le fidèle, il va dans l'église, il se passe quelque chose devant, le curé fait la messe contre l'autel, il ne s'adresse pas du tout, comme depuis Vatican II, aux fidèles, il fait sa petite affaire devant l'autel. Et derrière, il y a le public, si j'ose dire, qui discute, qui papote, qui fait ses affaires, on rentre, on sort, on vient avec des animaux. Ça n'est pas du tout un lieu
de prière ou de recueillement, comme on peut l'imaginer aujourd'hui en rentrant dans une église notamment romane. Donc tout ce mouvement de modification du rapport à la foi va également toucher les danses macabres qu'on va simplement badigeonner. C'est-à-dire qu'on va soit on les détruit physiquement, soit on les recouvre pour que ce sombre Moyen-Âge ne vienne pas perturber la foi nouvelle. Regardez la différence entre une église qu'on appelle jésuite, une façade d'une église jésuite qui ressemble à un théâtre, et les églises qui datent de la période gothique. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Donc le propos dans lequel je voudrais vous entraîner, c'est celui-là. C'est de voir comment, à partir du moment où les danses macabres ont été supprimées de l'espace public, elles sont néanmoins restées dans la mémoire populaire, puisqu'on est vraiment là dans une iconographie populaire. Comment est-ce que ces images sont restées dans la mémoire populaire et ont été totalement transformées, distordues, essorées, modifiées et traitées par des artistes, on va le voir, extrêmement différents, pour certains extrêmement novateurs, qui tous vont utiliser les techniques et les styles de son temps. Donc voilà l'exemple d'une danse macabre des femmes 1486, qui est analogue à celle que je vous montrais précédemment. On voit la mort qui vient chercher ses clients, si j'ose dire, le fou, là, une jeune bourgeoise, j'imagine, là. Comment est-ce qu'on est arrivé à cette image dessinée? C'est une des premières planches qui ont été dessinées par Mazerel en 1917. Mazerel était un auteur, un artiste flamand qui est, comme il était pacifiste, il a réussi à rejoindre Romain Rolland en Suisse, mais il a vécu très difficilement et il a participé à la presse pacifiste, libertaire, qui fleurissait à cette époque-là à Genève. Comment est-ce qu'on est arrivé à un langage extrêmement codifié, comme celui que vous voyez à gauche, à une image totalement sociale, avec une critique sociale forte, mais tout aussi lisible. C'est-à-dire que le lecteur sait que c'est une danse macabre, parce qu'il a ça dans la tête. Et il sait que, eh bien maintenant, la danse macabre, la mort, elle va aussi venir chercher le bon bourgeois ou l'industriel. Vous voyez derrière, il y a des usines, et en lui tapant dessus avec son parapluie. Ces scènes-là vont être d'une plus forte violence que l'ensemble de l'iconographie du Moyen-Âge. Les danses macabres modernes, on le verra, sont d'une dureté qu'on n'imagine pas. Alors que le discours premier de la danse macabre, il est plutôt calmant. Il veut pacifier les esprits. Il veut expliquer que la mort n'est pas si dramatique et qu'au bout, il y aura la résurrection. Les danses macabres modernes ne vont pas du tout, bien évidemment, s'emparer de cette thématique-là. Alors, je vais vous entraîner vers ce concept un petit peu compliqué qu'est la modernité. C'est toujours compliqué de dire d'un artiste ou d'une thématique qu'elle est moderne. Moderne, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire s'opposer à ce qui vient avant? Nous sommes modernes parce que nous vivons en 2025, mais ça veut dire quoi être moderne? Est-ce que on est toujours l'ancien ou le moderne de quelqu'un? Donc j'ai été frappé de voir qu'énormément de ces danses macabres s'appellent Neuer Totentanz ou danses macabres modernes, comme si s'apparenter à la modernité légitimait le propos. Alors il a fallu donc dans mon livre, si je considère que pendant tout le XVIIIe âge de raison, on ne s'occupe pas du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge n'est pas considéré comme quelque chose, comme étant un moment de culture par les écrivains
dit de la raison au moment du XVIIIe. Le Moyen-Âge est considéré comme quelque chose de sombre, et ça perdurera jusqu'à Victor Hugo. Enfin, ça n'est pas un élément... on n'imagine pas qu'il y ait une vie intellectuelle, une vie créative, quand on considère le Moyen-Âge. Donc, pendant tout le XVIIIe, on va se, entre guillemets, contenter de reproduire des images de Holbein. Encore et encore et encore et encore. Sans du tout essayer de renouveler le genre. Et puis, soudainement, pour une raison que je n'explique pas complètement, en 1785, alors peut-être qu'on pourra me trouver une danse macabre qui a de telles images modernes et que j'ai loupé, parce qu'on n'est jamais sûr de rien dans ce genre de domaine. Mais c'est celle que j'ai trouvée qui, pour la première fois, fait introduire dans un cursus narratif de la danse macabre, fait introduire des éléments de modernité. Notamment, voyez-vous, celle-là, qui est une scène de suicide. Comment imaginer qu'au XVe siècle, l'Église autorise la reproduction d'un suicide? C'est juste inconcevable. Or là, dans cette danse macabre, si, vous voyez, on voit la mort assez ricanante qui vient se saisir de l'homme qui s'est suicidé. Et à droite, Schellenberg étant suisse et protestant, on voit la mort qui vient chasser les moines d'une clôture. Donc, c'est un fait politique majeur que jamais, évidemment, une danse macabre ancienne n'aurait osé traiter. Donc, ces planches-là me semblent être, et pourquoi je ne le sais pas, me semble être la première fois qu'un artiste fait entrer dans sa démonstration ce fait de la réutilisation d'une structure ancienne et connue. J'aurais pu aussi vous montrer une planche qui, pour moi, est tout à fait symptomatique, où il représente un accident de montgolfière. Nous sommes en 1785. La première ascension d'un ballon non captif de Saint-Cloud et Massour-Sembon jusqu'à la Tombissoire, c'est 1782. Donc imaginez, 3 ans, c'est rien en termes de communication à cette date-là. En 1785, un artiste va donc décider d'utiliser l'image d'une montgolfière emportée par la mort pour montrer le risque de l'existence. C'est tout à fait nouveau. Donc je suis parti dans mon livre de cette toute première danse macabre. Et ensuite, pardon, je m'y retrouve. Voilà. Ensuite, la modernité va courir. C'est-à-dire que chacun va s'emparer de ces images pour les traiter notamment de façon ironique. On va voir défiler des artistes extrêmement célèbres. Rollinson est un caricaturiste, graveur, enfin dessinateur anglais qui a la force de Hogarth, va donc dessiner une danse macabre qui va s'emparer du terme de la satire. Et ça, on va le voir courir tout au long du XIXe siècle. J'en profite, puisqu'on parlait de technique, pour rappeler l'extraordinaire importance à cette période-là de l'utilisation de la lithographie. C'est que la lithographie qui est naissante, enfin d'un usage encore restreint, mais naissante à cette période-là, faite en compétition entre un Anglais et un Mulhousien, la lithographie va permettre un travail beaucoup plus immédiat sur la pierre et un rapport entre... c'est-à-dire que Schellenberg, Rollinson, il va graver ça, c'est comme Doré plus tard, il va graver ça le matin et c'est imprimé le soir. C'est un rapport avec l'expression qui n'a rien à voir avec un travail plus lent et institutionnel. Et donc ces artistes-là, ils vont utiliser la force de ces images, de ces techniques. Ça, ce sont des planches qui sont gravées et puis ensuite mises en couleur au pochoir ou au pinceau
souvent par des ateliers entièrement peuplés de dames aux mains, dit-on, plus agiles que les hommes pour réaliser ces travaux. Et là, on va voir la mort, on y reviendra, devenir agissante. C'est-à-dire qu'autant dans les danses macabres précédentes, on voyait la mort faire son travail de récolte, alors qu'ici, c'est elle qui provoque, qui va provoquer les décès. Vous voyez la mort relativement inquiétante, c'est peut-être pas le moment de lui donner la barre de cette chaloupe qui semble déjà bien mal engagée. Mais la mort va provoquer la mort. Ça, c'est nouveau. Mais c'est traité d'une façon très drôle. La cible de Rawlinson, c'est la petite bourgeoisie anglaise et la petite aristocratie anglaise. Rawlinson a fait des planches d'une cruauté totale. Pour ceux qui connaissent les planches, par exemple, de Tommy Ungerer sur la société américaine dans les années 60, c'est de la même dureté. Et cette ironie, on va la voir perdurer. Voilà une danse macabre d'un dénommé Hull, 1827, également de la lithographie. C'est tout à la fois drôle et terriblement méchant. Regardez la mort qui vient saisir, il y a écrit Finis là-haut, qui vient saisir l'écrivain et qui là-bas vient saisir un gardien de cimetière. C'est tout à la fois, c'est drôle mais très méchant. Mais ces planches ont eu un succès extrêmement important. En France, quasiment à la même période, un graveur aussi important, dessinateur aussi important que Granville, va faire une danse macabre, où là vous voyez deux jeunes bourgeois fréquentant, j'imagine, sous les arcades du Palais Royal, une jeune fille qui, sous le couvert d'un masque, leur propose de l'accompagner chez elle. On peut penser que cette dame n'est pas porteuse d'une hygiène totale et que ces deux jeunes gens sont des candidats immédiats à la mort dans un avenir proche. La danse macabre de Granville a une histoire particulière parce qu'elle n'a pas été un succès, parce qu'on est en 1830, elle devait faire 80 planches, il y a toute une partie qui est encore conservée à Carnavalet ou au musée de Nancy, puisque Granville était de Nancy, mais il a eu la mauvaise idée de représenter dans une planche les ministres de Charles X, juste au moment de la révolution, des journées révolutionnaires de 1830. La police a fait une descente chez l'imprimeur en disant que peut-être qu'il fallait arrêter cette affaire. Donc il n'y a eu qu'une vingtaine de planches réalisées. Mais ces dessins-là, qu'on voit d'ailleurs pour Granville, pas très souvent représentés. Vous connaissez tous les planches représentant des animaux. Granville est un très grand artiste. Mais celles-là les moins. Je voudrais aussi insister sur l'intrusion dans ces danses macabres modernes de la politique. La politique, bien évidemment, est totalement absente des danses macabres du Moyen-Âge, faut-il le dire. Il n'y a pas plus codifié et simple que la représentation de la société dans une danse macabre du Moyen-Âge. Vous avez d'abord le pape, puis l'évêque, puis le seigneur, puis le roi, puis le seigneur, etc. Et puis en bout de course, vous avez le laboureur et le marchand de vin. L'utilisation que fait Rethel en 40, Rethel, il était en Allemagne en 48 au moment des journées révolutionnaires où l'Allemagne a tenté d'abattre le régime. L'Allemagne était composée à l'époque, vous le savez, de provinces et de royaumes très divers, mais toujours à leur tête un système aristocratique. Et la révolution de 48 a tenté de mettre ce système-là à bas, sans succès, puisque l'armée prussienne, qui fidèle à sa tradition, a écrasé cette révolte dans l'os. Non, pas dans l'os, pardon. Mais elle n'a pas pu se développer. Vous voyez complètement à droite l'armée.
Et cette danse macabre, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que, alors elle a été qualifiée de réactionnaire. Et il y a dessus des textes, pour ceux que ça intéresse, des textes importants de Baudelaire sur cette danse macabre. Baudelaire avait ses planches au-dessus de son lit de mort. Il aurait voulu que la deuxième édition des Fleurs du Mal que le frontispice de la deuxième édition du Fleurs du Mal soit faite par Rethel. Alors le propos de Rethel est le suivant, il est que le peuple s'est fait finalement avoir par la mort, qui devient un agitateur social. C'est-à-dire que la mort va voir le peuple et pour lui dire « mais révolte-toi, comme ça vous serez tous égaux ». Ce que fait le peuple pour se voir finalement mitraillé. Donc le propos est évidemment fortement réactionnaire, mais ces planches-là ont eu en Europe un succès considérable. On a pu se les acheter dans toutes les, on va dire librairies, c'est pas exactement ça, mais dans toutes les échoppes comme il y en avait autour du Palais Royal à Paris. Ce sont des images qui ont circulé absolument partout sous la forme de cartes postales, dans les journaux, etc. Il y a 6 planches. Et cette danse macabre-là, elle est extrêmement importante parce que dans notre recherche de ce qu'est la modernité, voilà donc un artiste qui s'empare de notre canevas pour le traiter à sa manière. Une des caractéristiques je ne vous l'ai pas dit, mais dans cet ouvrage, il y a au moins la moitié des auteurs, des dessinateurs qui sont d'origine allemande. Il y a beaucoup de danse macabre en Allemagne, il y en a beaucoup en France, il n'y en a pas beaucoup en Europe du Nord, il n'y en a pas en Russie, il y en a en Italie et en Espagne. En France, la danse macabre est utilisée par les artistes les plus avancés dans leur critique, notamment toute la presse à l'époque, on va l'appeler libertaire parce que je n'ai pas d'autre nom, mais toute la presse qui s'oppose soit au gouvernement de Louis-Philippe, soit après au Second Empire, soit après à une Troisième République qui n'était pas la plus démocratique que la terre est portée. Tous ces dessinateurs vont s'emparer de la danse macabre. Et cette planche-là parue dans l'Assiette au beurre étant une revue, un des journaux les plus diffusés à l'époque, a fait paraître une série de 8 planches, vous voyez, dont celle-là s'appelle L'eau de vie, qui est tout à fait étonnante. Je vous ai mis des petites lunettes là-haut, parce que le seul élément macabre, c'est le patron de l'estaminet, dont, si vous avez de bons yeux, vous verrez qu'il a une tête de squelette. Et que représente la scène? Elle représente un ouvrier qui regarde peut-être sa compagne, espérons-le, qui fait boire à son bébé de l'alcool. Il était assez courant, même en Alsace, de mettre un petit coup de schnapps dans le biberon pour espérer avoir des soirées tranquilles. Mais là, cette scène est terrible, puisque c'est la mort qui est à la manœuvre là-bas, puisque c'est elle qui vend l'alcool, et c'est l'alcool, l'absinthe, ou toute autre forme d'alcool parfois un peu frelaté, qui va provoquer le décès, ou tout du moins, enfin on est dans Zola, quoi, ou tout du moins la vie compliquée de cet enfant. Faire résonner une scène comme ça, encore sous l'appellation danse macabre, alors qu'il n'y a pas un gramme de danse. Et que le côté macabre, pour arriver à le lire, il faut quand même aller très fortement dans l'image. Ça, c'est une des caractéristiques de cette réutilisation, de cette distorsion de ces images anciennes. Alors, on va s'arrêter sur celle-là que j'aime beaucoup, parce qu'elle est à l'envers, celle-là, d'un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lucien Laforge, qui a été le premier dessinateur du Canard enchaîné. Et Lucien Laforge, en 1924, alors il a eu une carrière très bicéphale, si j'ose dire. Il y a des œuvres admirables, notamment un abécédaire, qui est très beau. Il y a des livres d'enfants, notamment des contes de Perrault, qui sont très beaux.
Et puis, il y a ces dessins plutôt dans... il était pacifiste, il a écrit contre la guerre de 14. Il a peut-être fait les dessins les plus virulents contre la guerre de 14. Il publie en 24 une danse macabre qu'il dédie d'ailleurs à Holbein et qui montre, regardez, celle-là, celle de gauche s'appelle La mort et le riche. Alors, le riche, il est là, et la mort, elle est toute là-haut sur ses sacs. La mort est le fou, la mort est l'idiot, la mort est le bistrot. Est à l'envers aussi, pardon. C'est l'exemple, rappelez-vous des planches, des petites gravures de Holbein. Il suit exactement le même trajet, mais il le tourne à sa sauce. 1902, Hermann Vogel, qui est malgré son nom un dessinateur français, voilà encore une planche terrifiante. La marchande de plaisir, elle fait partie de la série des danses macabres, où vous voyez un bon bourgeois tranquillement installé dans son fauteuil, à qui une mère maquerelle vient présenter une prostituée. Voilà la dureté de ces temps-là. Alors, pourquoi est-ce que la scène est macabre? Parce que là encore, l'espérance de vie de la fille n'est pas très grande, toujours pour des raisons sanitaires. Et si lui n'est pas protégé, ce qui était souvent le cas, son espérance de vie et sa mortalité va être raccourcie par les événements. Et vous voyez que décoder, c'est comme pour le bistrot, décoder cette image-là avec le personnage de cette dame monstrueuse habillée en noir, c'est elle qui est macabre, les autres ne le sont pas. C'est-à-dire que l'œil, il est évidemment, parce que c'est comme ça, attiré par cette jeune femme charmante, mais le vrai débat, il est du côté de cette personnification de la mort. Revenir sur cette caractéristique qui me semble fondamentale de la mort agissante par rapport à la mort quotidienne. Vous avez ici 3 scènes. 2 d'entre elles vont être extrêmement récurrentes. Jentsch est un caricaturiste très connu allemand. Celle de gauche représente, donc on est en 1804. En 1804, l'habitude de commencer à pratiquer des escalades dans les Alpes, avec une guerre entre les Allemands et les Anglais pour savoir qui aura gravi le Cervin le premier, est féroce. Et on va voir fleurir dans nombre de danses macabres cette idée que le premier de cordée, si j'ose dire, tout là-haut, va provoquer la mort de son client. C'est récurrent. Tout à fait à droite, de la même façon, vous vous souvenez du poème d'Éluard qui dit que tout vase est fait pour être brisé. Là, on est dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que si on va au cirque, c'est dans l'espoir de voir que le trapéziste tombera. Là, la trapéziste, elle tombe, mais à cause des agissements de son partenaire, qui est la mort. Là aussi, c'est des images extrêmement dures. Et moi, c'est ce qui m'a fasciné en faisant ce travail, puisque ces objets réalisés sont des petits portfolios. Celui-là, il est d'une qualité pas très... C'est pas un livre cher, quoi. C'est pas de la bibliophilie, voilà. Je me suis demandé ce qui pouvait motiver un individu le samedi après-midi. Il est à Toulouse, il a 50 francs dans la poche. Et il va chez l'ombre blanche locale et le week-end, il s'achète une danse macabre. Et il rentre chez lui et il range ça dans sa bibliothèque. Ça, c'est fascinant. Parce que comment fait-il circuler cet objet dans sa famille? Quelles sont ses motivations? Pourquoi est-ce qu'il achète ça et non pas un recueil de chansons un peu lestes ou des histoires drôles ou des pièces de Maupassant. C'est très étonnant comme objet, ces danses macabres. Et donc, bon, et au milieu, vous avez, celle-là aussi, elle est terrible. Ça s'appelle, son titre, c'est Le gardien de la patinoire. Donc, vous voyez à droite la mort, chaussant un jeune enfant
de patin en lui disant aujourd'hui, c'est en allemand, il y a écrit aujourd'hui, la glace est bonne. Alors qu'il sait pertinemment qu'elle ne l'est pas et que ce petit jeune homme va juste mourir dans 10 minutes. Vous ne savez pas que ce ne serait pas réjouissant du tout à ce point-là. Autre thématique dont bien sûr les danses macabres vont s'emparer, et que ce soit en 14, en 40 et au moment des risques de guerre nucléaire, notamment après la guerre de Corée, la guerre. Il va y avoir une floraison de danse macabre au moment du conflit, que ce soit en France, ou que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre. Alors, 3 exemples. Celle-là, qui est extraordinaire, puisque le titre de cette planche, c'est Le Réformé. Alors, vous le voyez là, il regarde par la fenêtre, il voit défiler ses congénères. Lui, il va survivre, puisqu'il est gardien de musée pendant la guerre. Alors que ses copains qui défilent dehors vont mourir. Et la mort est présente par ce cercueil, enfin, par ce squelette. C'est une planche de Virching que je trouve extraordinaire. Au milieu, une série de cartes postales qu'on trouve reproduites de temps en temps, qui est d'un dénommé Martini, qui était un admirateur et admiré des surréalistes et notamment de Breton, qui a fait une série de 50 cartes postales qui s'appelle Danse macabre d'Europe. Danza, celle-là, c'est le numéro 2, Danza macabra, qui représente et illustre la terreur de la guerre de 14, notamment, puisque lui, son ennemi, il est italien, donc son ennemi, c'est les Autrichiens, qui représente la mort comme étant aux manœuvres de l'ensemble des politiciens du temps. Celle de droite s'appelle L'Abri, elle date de 42, et donc elle représente la mort qui vient chercher, comme on irait chercher des œufs dans un nid ou un coquillage sur un rocher, vient chercher. Vérole est un artiste inconnu qui a gravé un tout petit peu à Limoges. Elle vient chercher, regardez comme elle plonge sa main dans la casemate pour aller chercher celui qui s'est réfugié. La thématique de la guerre, bien évidemment, va... vous connaissez tous les planches, ou la planche d'Otto Dix qui s'appelle Totentanz, bien évidemment, va servir de support d'expression à une grande partie d'artistes français, anglais et allemands. Parmi eux, un Suisse, Bill, qui est à l'époque dans l'entourage de Pierre-Jean Jouve. Pierre-Jean Jouve a écrit un texte qui s'appelle Danse macabre. Et il y avait un projet dont ces planches sont nées, que ces planches de Bill illustrent le texte de Pierre-Jean Jouve. Là encore, on est en 19, donc en 19, la double monarchie s'effondre. La révolution de 17 a renvoyé les tsars. La République de Weimar prend tout doucement ses marques. Et on pourrait croire que l'humanité va partir, l'Europe, pardon, va partir sur des nouvelles bases. Or, cette planche va montrer, enfin suggère que même si que l'orateur qui va haranguer les foules, c'est la mort, même si elle brandit le bonnet phrygien et qu'elle cache la couronne royale. Cette série de Bill, elle est graphiquement superbe, pratiquement avec un graveur qui s'appelle Dill, qui date des années 27. C'est peut-être pour moi, Bill, l'artiste le plus étonnant de tout cet ouvrage. Mais elle symbolise bien la tromperie, et pardon, mais quand on voit aujourd'hui le discours sur l'Ukraine,
on est un peu obligé de penser que la tromperie est toujours de ce monde. Nous qui avons peut-être défendu l'Ukraine, de voir que l'Ukraine aujourd'hui négocie avec les Américains le prix de ces terres rares, ça fait frémir quand même. On se dit quelque part la situation nous a échappé. Eh bien, c'est exactement la même chose que cette planche-là suggère. Alors, je vous ai choisi un exemple d'introduction des thèmes de la modernité. Le 19e siècle va voir arriver le train comme étant un vrai symbole de modernité. Le train, c'est ce que le train va permettre de voyager, de faire circuler les matériaux dans les petites villes, de rapprocher les petites villes des centres commerciaux. Bref, c'est un élément de développement. Mais en même temps, c'est un terrifiant vecteur de mort. Rappelez-vous, dans La bête humaine, la description des accidents de chemin de fer, il y en a deux que fait Zola. Rappelez-vous la fin de La bête humaine où le train chargé de soldats roule à grande vitesse alors que le conducteur du train a sauté du train, préfigurant la fin du Second Empire et l'arrivée des catastrophes. Donc ce thème du train, les dessinateurs des Danses macabres vont s'en emparer. Et étonnamment, on en trouve partout. Celle-là est magnifique, Dresdner 22. C'est fait selon la technique du... comment on appelle ça, flûte, j'ai oublié. Aidez-moi. Pardon? Là? Oui, mais ça porte un nom là, parce que c'était un ministre de Louis XV qui l'a inventé. Pardon? Silhouette, voilà. Le mot silhouette, c'est c'est Monsieur de Silhouette qui était ministre de Louis XV, ministre des Finances qui plus est, c'est là que ça devient drôle, et qui avait décidé de faire des réformes et qui avait décidé d'essayer de couper un peu les budgets alloués à l'aristocratie. Et bien évidemment, il a tenu 4 mois. Et il avait comme passe-temps le fait de faire des silhouettes comme ça. D'ailleurs, silhouette, c'est le seul mot qui existe en français. Ça n'a pas donné de verbe, d'adjectif, de rien. Voilà. Et Dresdner, il a fait toute une danse macabre sous la forme de silhouettes de cette nature. Alors le train, de la même façon, je dis qu'un vase doit être est fait pour être brisé. Un train, c'est fait pour dérailler, sinon c'est pas drôle. Si vous avez des enfants, vous savez bien que vous offrez un train électrique, ils veulent faire dérailler. Ils ne veulent pas du tout le faire rouler sur les rails. Là, vous avez 3 exemples, dont la fameuse planche de Klinger au centre. Vous avez 3 exemples d'intervention de la mort pour faire dérailler le train. À gauche, là, vous voyez le conducteur qui est pris à partie par la mort qui va provoquer le déraillement. Là-bas, c'est un cheminot qui, par son action sur l'aiguillage, va faire s'effondrer ou s'accidenter de train. Au milieu, cette célèbre planche de Klinger, où l'on voit la mort ricanante, couchée sur les rails, en attendant de faire dérailler le train. Rapidement, donc celle-là, c'est celle de Bill. Celle là-haut à droite, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Enfin, ce mouvement sur le train, voilà. Ce sont toutes des images. Celle-là date de 51. D'un dénommé Charlot, qui était un graveur français exilé au Mexique, grand connaisseur de Posada et grand connaisseur des fresques, de la technique des fresques au Mexique. Celle-là de mon ami Sattler, alors on ne voit pas bien, mais vous voyez le pont qui s'appelle, celle-là s'appelle le pont dangereux. Vous voyez que le pont est fait d'une cage thoracique, c'est-à-dire que quand le train va arriver, il va s'effondrer. Autre thématique qui va se développer dans nos danses macabres, le jeu. Le jeu
va provoquer des suicides, des divorces, des situations impossibles où des gens vont perdre leur famille. Vous voyez ici cette planche de Hermann Pohl. Celle-là, elle date de 19, où là aussi la mort est esquissée. On la comprend, parmi ces visages qui sont déjà pas très évidents, on la comprend comme étant une face macabre. Celle-là, de Diehl, peut-être une des plus belles danses macabres, ça date des années de 27, de la période Art déco. Et après le jeu, bien sûr, le suicide. Vous vous souvenez du suicide du jeune Werther. Le suicide pénètre les danses macabres massivement. Celle-là là-bas, d'un dénommé Oyo de Châteauroux, qui dessine une danse macabre, celle-là d'un romantique allemand, et celle-là de Tobias Weiss, La mort des amants. Enfin, c'est tout à fait étonnant de voir ces images suivre les préoccupations et les préoccupations littéraires de leur temps. Et là encore, je repose ma question, je ne sais toujours pas qui achetait ce genre de choses. Alors, pour rire un peu quand même, et dans la période actuelle, et je ne ferai pas de comparaison avec quiconque, mais celle-là, elle est superbe, quoi. Alors vous mettez M. Trump à la place, là, si vous avez envie. Elle est extraordinaire, voilà. Elle date de 51. Voilà. Faut-il en rire? Oui, parce que, comment dirais-je, la mort, c'est comme la sexualité. La sexualité, c'est assez insupportable quand on y réfléchit, parce que s'il n'y avait pas de plaisir, qu'est-ce qu'on irait faire? Tout ça pour la reproduction, ça serait foutu, quoi. Donc il a bien fallu trouver quelque chose pour pousser l'individu à se reproduire. Et donc, comme c'est intolérable, puisque le désir sexuel est par définition quelque chose d'intolérable, ben, il vaut mieux en rire. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de blagues sur le domaine sexuel, parce que sinon la domination serait trop forte. Eh ben, la mort, c'est pareil. La mort, bien évidemment qu'il faut arriver à en rire pour survivre tous les jours, parce que sinon, pas la peine de se lever le matin pour aller travailler. Et donc, celle-là, c'est pour ça qu'elle me plaît tellement, avec ce petit squelette qui vient rappeler. Alors, il a un bulletin de vote. Aux États-Unis, on vote on mettait des croix dans les cases. Elle vient rappeler à l'orateur qu'il s'agirait peut-être de changer de braquet. Alors, on a parlé de la pérennité de ces images. Oui, j'ai tiré les fils, et les fils sont venus nombreux, et les fils étaient intéressants, et les fils m'interrogeaient et interrogeaient, mais j'ai bien dû, à un moment, arrêter les compteurs. Parce que sinon, mon éditeur, déjà qui trouve que mon livre est un peu gros, aurait été trop triste. Donc je me suis arrêté en 1966 à la danse macabre de Gris Haber, qui est un artiste à l'époque d'Allemagne de l'Est, qui a fait une danse macabre qui représente la danse macabre de Bâle. Elle est exactement faite sous le même modèle. Et donc ça m'amusait de terminer cette série de danse macabre par un exemple qui est assez académique. Mais la vie ne s'est pas arrêtée en 1966. Les danses macabres ont été nombreuses entre 1966 et nos jours. Et donc je laisse à de plus jeunes et expérimentés collègues et amis le soin de s'emparer du dossier de 1966 à nos jours. Mais pour vous montrer à quel point la technique est restée vivace et la notion danse macabre ou danse des morts, je ne me suis pas attardé trop sur ces deux terminologies parce qu'elles n'existent pas en anglais, elles n'existent pas en allemand. Mais que le recours à la danse macabre comme vecteur de création demeure. Et je vous ai donc proposé en image de fin, celle-là, voilà, cette danse macabre qui est parue en 2024. 2024, c'était quand même, c'est relativement récemment. Elle est parue en 2024. Alors, les photos, c'est moi qui les ai faites avec mon téléphone, alors elles ne sont pas terribles. Mais elle est très drôle. Il y a une douzaine de planches. Là-bas, vous avez les couvertures.
Regardez là, le roi habillé en mort avec sa petite faucille, il est tout mignon, et celle-là est toute mignonne. Donc elle date de 24, faite par un artiste qui s'appelle Sébastien Leroy, et je crois que la maison qui a la gentillesse de me recevoir aujourd'hui a contribué avec une galerie qui s'appelle Métamorphose à Paris à l'existence de ce travail. Mais enfin, c'est un exemple, voilà, une danse macabre, alors elle s'appelle Danse de la mort, c'est la même chose, qui date de 2024. Donc, le combat continue. N'hésitez pas à vous en emparer. Ce thème que j'ai tenté de mettre en exergue dans ce livre, ce thème continue et attire des artistes. Au-delà de la simple, comment dirais-je, au-delà de la simple, des tableaux qui s'appellent La jeune fille et la mort, il y en a plein. Et je ne m'en suis pas préoccupé, puisque moi je me suis préoccupé que de suites d'images. Mais des suites d'images qui portent le nom de danse macabre, vous en verrez fleurir, dès lors que votre œil sera attiré, vous en verrez fleurir beaucoup. Vous devez connaître peut-être un artiste graveur, il est installé à Pau, je crois, qui s'appelle Albert Lemans. Albert Lemans, il fait des danses macabres, il en a fait 3, donc c'est un vecteur qu'il connaît. Et je pense que c'est assez plaisant pour moi de voir que cette appétence pour cette forme, moi j'aime bien cette notion de forme, cette appétence pour cette forme si ancienne, si dénaturée, si tordue, perdure. Merci. On va continuer encore ce voyage. Moi, j'ai fait le voyage avec vous de A jusqu'à Z. Et c'est un voyage sans fin. C'est pas comme la mort, hein, normalement. Là, il y a un point final, mais là, c'est... Et puis, je pense le reprendre tellement, vous l'aurez vu dans ce premier exposé. Bon, c'est... Maintenant, il faut lire. Il faut prendre tout le livre à bras-le-corps, si j'ose dire, et tout regarder. Alors, on a déjà... Alors, avant que cette image ne s'éteigne, nous, avec la galerie Métamorphose, on a publié un Kafka. Oui, très beau. Très beau, effectivement. Et nous allons présenter... Sébastien Leroy, j'ai fait 4 livres avec lui, dont le dernier, Kafka, avec la librairie Métamorphose à Paris. Et cette petite maison, Ingegno Suo, c'est une maison privée qui lui a fait 2 ou 3 commandes, Almanach, etc. Et la dernière commande, c'est celle-ci, qui a été présentée en même temps que le Kafka à la librairie Métamorphose, et tout un ensemble de travaux, de peinture, 2 dessins préparatoires de Kafka, et également cette danse macabre seront montrés à la librairie au mois de mai, début, je crois que c'est mi-avril, et jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà, c'est ça. Et c'est un garçon formidable, voilà, qui n'a absolument rien à voir avec les danses macabres. Voilà, celui-ci, c'est une vraie danse de la vie, lui, au contraire. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, et on le voit, on le lit à travers votre exposé, et ce fameux PowerPoint, c'est l'extrême diversité. Alors, toutes les diversités. Alors, diversité de territoire. J'ai quand même une question sur les territoires. Je vais grouper les questions. Au début, on voit des Anglais, puis à un moment donné, ils disent terminé, ils disparaissent, les Anglais, comme s'ils ne s'intéressaient plus à ce mode d'expression. Diversité des modes d'expression, justement, diversité des formats, diversité des supports, diversité des techniques, diversité des styles, diversité on va dire des orientations morales et politiques. Voilà, autant. Alors peut-être on pourrait commencer, peut-être le plus simple par la diversité des techniques. Vous l'avez un peu évoqué, bon, et peut-être sans trop vous y attarder, mais peut-être celle des supports aussi et de l'accueil. Qui accueille ces danses de la mort? Est-ce que ce sont les librairies? Est-ce que c'est la presse? Qui les accueille? Alors, donc on se souvient qu'à l'origine, c'était peinture murale, puis on se souvient qu'après, notamment par celle de Holbein, ce sont des livres, mais qui, par définition, au XVIe siècle, touchent un public extrêmement peu nombreux.
Après, c'est plus tellement le cas. Après, la gravure sur cuivre qui fait les grandes heures des danses macabres, ça va être relativement courant. Voilà. Et donc, la danse macabre, elle vient en appui souvent d'un texte. Voilà. Pour la période qui nous intéresse, au contraire, c'est l'ouverture absolue. C'est-à-dire qu'on en trouve beaucoup en gravure sur bois, parce que parce que comment dirais-je, je vais dire la franchise du blanc-noir va avec le thème. On en trouve beaucoup donc en gravure sur bois. Pardon? Oui, c'est encore. Ouais. Oui, bien sûr, oui, ça, c'est du bois. Alors ça aurait pu être du linoléum. Mazerel, par exemple, on a vu cette planche de 17, il est à Genève, il n'a pas un rond, donc il n'a pas de quoi s'acheter la qualité de bois qu'il faut pour graver, donc il grave sur linoléum. Ça pourrait... Ça, c'est du bois. Voilà. Donc, de la gravure sur bois, de la lino. J'ai parlé de cet extraordinaire moment technique qu'a été la lithographie, puisque moi, je suis toujours convaincu que la technique est quelque chose de moteur dans la création. Ce n'est pas l'inverse. C'est que la technique, elle vous permet soudainement de faire des originaux, comme disait Fautrier, des originaux multiples, enfin vous donne soudainement une arme pour vous défendre et pour créer. Donc la lithographie, avec ce moment lithographie, ça doit commencer m'arrêtez si je dis une bêtise, ça doit commencer en 1807. Enfin, ça sert la caricature anglaise. Alors pourquoi est-ce que les Anglais se sont lancés là-dedans? Parce qu'ils ont produit un nombre de caricatures contre les Français et contre Napoléon qui est colossal. Et donc, il y avait une industrie. Donc, ça veut dire qu'il y avait un gars qui avait une presse de lithographie. Donc, il y avait un artiste pouvait aller les voir et créer et continuer. Donc, voilà. Donc la lithographie, et ça, ces objets-là, Granville, c'est pareil, c'est de la litho rehaussée d'aquarelle. Bon, tout ça, c'est sûrement un peu cher, mais c'est des objets qui souvent, celles de Rollinson, celles de Hull et celles de Granville sont vendues en fascicules. C'est-à-dire que comme tout l'univers, pour les plus vieux d'entre nous, vous pouvez recevoir tous les 15 jours votre petite lot de planches de la danse macabre. Et après, les relieurs, vous envoyez tout ça chez votre relieur. C'est pour ça que très souvent, on a perdu les pages de titres, les pages de garde, tout ça a été jeté. Le relieur venait relier le tout. Donc le mode de commercialisation et de transmission des ouvrages faits en lithographie est extrêmement populaire. Alors quand je dis populaire, bien sûr, ça ne touchait peut-être pas le fin fond de la campagne du Larzac. Mais dans les centres urbains, la moyenne bourgeoisie était tout à fait friande de ces publications, d'où le tirage important de ces ouvrages. Et à côté de ça, on va avoir des portfolios de gravures de haut vol qui sont tirés à 12 exemplaires. D'où aussi pour moi certaines danses macabres que je n'ai pas pu reproduire, et j'en fais la liste dans l'ouvrage, parce que je ne les ai pas trouvées. Parce que quand un portfolio est tiré à 12 exemplaires et qu'il est tiré avant la guerre de 14 et que vous avez après 2 séries de bombardements, il y a de la perte. Donc, il y a des collections qu'on ne trouve pas. Donc, vous avez tout à la fois des objets de très grande diversité, voire d'objets de colportage. Et puis, à côté de ça, vous avez des ouvrages de très grande qualité d'édition et d'impression qui en font des objets vraisemblablement beaucoup plus chers et absolument pas populaires. Ça, ne serait-ce que par le tirage. Mais ces deux genres-là coexistent. La presse, ensuite, j'ai parlé de l'assiette au beurre, mais j'aurais pu parler d'une publication qui s'appelait Les Hommes du Jour, qui était une publication très antimilitariste, qui a donné lieu à de nombreux procès qui ont coûté la vie d'un des dessinateurs, parce qu'il est mort en prison. Les Hommes du Jour, ça pouvait avoir des tirages à 10 000 à 20 000 exemplaires.
Et donc les objets danse macabre qui sont parus dans ces publications-là, l'assiette au beurre, on dit que ça pouvait tirer à 80 000 exemplaires. Des numéros de l'assiette au beurre, vous en trouvez partout, dans tous les marchés aux puces, c'est des numéros de l'assiette au beurre, parce que c'était extrêmement couru. Et dans ces séries-là, vous avez de place en place des danses macabres, parce que c'est aussi facile pour l'artiste. Une forme, c'est aussi quelque chose dans lequel on peut se glisser, et c'est une aide, c'est comme le sonnet. Un sonnet, on peut rire, disant que c'est ridicule d'écrire en vers, sauf que c'est quand même assez dynamique et assez pratique, et puis ça vous oblige à une gymnastique. La technique oblige à une gymnastique. Et bien, les danses macabres ont profité de ces techniques et de ces gymnastiques. Voilà. D'habitude, parce que c'est ce à quoi moi je me suis intéressé, ce sont des objets graphiques. C'est-à-dire que je ne me suis pas intéressé à la peinture des danses macabres. C'est-à-dire des tableaux, je l'ai dit, représentant des scènes, un tableau représentant une scène de danse macabre, ce n'est pas pour moi. Pour que les œuvres soient dans mon corpus, il faut que ce soit des séries d'images et qu'elles aient été publiées, diffusées. Parce que ça me semblait important aussi de donner un cadre, une limite à un travail comme ça. Parce que sinon, voilà. Donc je ne me suis pas occupé des images de deuil, je ne me suis pas occupé de toutes ces choses-là où il y a aussi des représentations macabres. Alors c'est l'exemple de Rops. Rops est un artiste qui évidemment a été, et parfois même de façon un peu pas très légère, Rops, notamment illustrant Péladan, a beaucoup, quand il a illustré Baudelaire, il a usé et abusé des images macabres. Mais comme il n'a pas fait de danse macabre, je le laisse sur le bord de la route. Voilà. Pour me concentrer sur ce sujet des livres publiés qui sont des séries d'images. Vous évoquiez la presse, et dans les modes d'expression, il y a l'usage de la caricature. Enfin, est-ce que d'abord c'est un usage ? Tout ce que vous montrez donc, parmi les 104 artistes choisis, tous ne sont pas caricaturistes. Non. Alors, vous touchez un point important parce qu'au 19e, par exemple, je prends l'exemple de Josso. Josso est un illustrateur qui a un style extraordinaire. Il est reconnaissable entre mille. Vous voyez une planche de Josso, votre vie entière, vous saurez dire ça, c'est un dessin de Josso. Avec des mains un peu, des couleurs pastel, des mains un peu alanguies. C'est vraiment un très beau dessinateur. Seulement, son rêve à lui, c'était d'être peintre. Il était tout malheureux, parce que un illustrateur, quand même, à la fin du 19e, c'est un tâcheron. C'est le mec qui produit dans les journaux, à qui on fait faire des dessins du jour pour le lendemain. Donc la caricature, ça ne les séduit pas tellement, parce que ça les ramène à leurs conditions qu'ils estiment, entre guillemets, inférieures à celles de l'artiste. Voilà. Ils ne sont pas tous satiristes non plus. Non, enfin, non, bien sûr. Bien sûr. Parfois même un peu moralistes. Alors, ils peuvent être extrêmement moralistes, mais en même temps drôles. Alors, dans la tradition d'une fameuse planche de la danse macabre de Bâle, on voit la mort venant chercher une abbesse. Alors, une abbesse, normalement, c'est un personnage respectable. Bon. Et il lui dit, mais dites donc, madame, vous êtes enceinte ? Et elle dit, oui, mais je chantais pour le Seigneur, alors j'aimerais bien que... Voilà. Ça, ce sont des images qui figuraient dans les danses macabres du Moyen-Âge. On oublie toujours, même si on doit avoir lu Bakhtin, même si on a lu Surveiller, punir, même si on a lu tous les textes sur la folie et sur le carnaval, etc. Mais le Moyen-Âge est une période très drôle. C'est pas du tout embêtant d'être... voilà. Ça va dans l'excès, ça va... Enfin, l'érotisme et la pornographie sont pas quasi quotidiennes, non, c'est pas vrai, mais font partie de la vie quotidienne d'un patelin. Dans un village, le curé vit avec la bonne du curé et il a des enfants avec la bonne du curé, et ça ne choque personne. Le
l'érotisme même dans des tableaux de Bruegel où il est quotidien. Et ça, on le retrouve dans ces danses macabres qui sont des exutoires, comme l'étaient les carnavals. Rappelez-vous, enfin, aujourd'hui, il y a encore, en Allemagne, il y a encore un carnaval où on peut couper la cravate d'un gars qui a le risque de se promener en cravate le jour de carnaval. C'est quelque chose qui était quotidien, enfin quotidien non, mais qui faisait partie, les fous, ça faisait partie de la culture de moi, j'ai un peu, dans la préface, j'ai un peu rappelé l'héritage de la Narrenschiff à Strasbourg ou de l'éloge de la folie de Erasme. C'était le rapport au corps, la flatulence, les excréments, tout ça, c'est joyeusement dans la quotidienneté. Et les danses macabres se font... Vous avez quand même ces personnages, des squelettes, c'est quand même des corps en pourriture. Faut être clair, quoi. On n'est pas dans les éthérées jeunes filles. Ah bon, il y a la drôlerie de la satire, ça peut être un moyen d'expression, mais il y a des moyens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question, l'usage de la violence. Il y a quand même quelques images, comme je pense à Hull, j'ai pris des notes, il y a une très grande violence dans l'expression de Hull, même chez Rethel, c'est quand même extrêmement violent. Ou alors même des étreintes peuvent être violentes. Et justement, en passant là, le long... Des images qu'on a ici, je me disais, tiens, c'est curieux, l'artiste qu'on expose, lui, mais ce sont il n'y a absolument pas d'autre intention que d'érotisme là-dedans. Mais pas que je lui en parle, parce que ça rappelle un peu ça. Quand vous passerez tout à l'heure, vous regarderez. En tout cas, bon, il y a une présence de la violence parfois qui est assez insoutenable. Oui. Et là, c'est une vraie différence avec la norme dont on a parlé pour le Moyen-Âge, puisque l'objet affiché des danses du macabre du Moyen-Âge, c'est au contraire d'être apaisante. C'est au contraire de dire l'égalité n'est pas, je vous l'ai dit, l'égalité n'est pas dans ce monde, mais elle le sera dans le monde futur. La preuve, c'est que la peste vient chercher tout le monde. Ça n'existe plus dans les danses macabres modernes. Dans les danses macabres modernes, c'est au contraire la mort qui est... Alors, par exemple, pour Mazerel, pour l'équipe de Pierre-Jean Jouve, de Romain Roland et de Bill à Genève entre 1915 et 1917, au contraire, la mort, il la présente comme au service de ce qu'on appellerait aujourd'hui le complexe militaro-industriel. On le dit un peu moins aujourd'hui, mais dans ma jeunesse, on parlait tout le temps du complexe militaro-industriel. Mais pour eux, la guerre de 14, la mort, c'est une création de la bourgeoisie et des marchands d'armes. Donc ça génère de la violence. Et ça génère de la violence sociale. Dans les images de Bill, il y a des images de grève et d'asservissement de la classe ouvrière qui sont d'une violence, mais même celle de Mazerel, quand la mort fouette un bourgeois, c'est inconcevable au Moyen-Âge. Inconcevable. C'est d'ailleurs, enfin, c'est la question, pour moi c'était la question suivante, c'est la plus grande violence du XXe siècle. Enfin, une des deux plus grandes violences. On verra ce que nous réserve le XXIe, mais en tout cas, donc, c'est la guerre de 14 avec ses millions et millions de morts, 18 ou je ne sais plus combien de millions de morts, et ça a probablement provoqué chez les Allemands cet usage, je ne devrais pas dire ce goût. Il y a énormément de danses de mort dans les années 20, oui. Succédant à cette guerre de 14-18 oui, en Allemagne. Il faut se souvenir, c'est un lieu commun que de le dire, mais il faut le dire, en 19, la France a gagné la guerre. Ou tout du moins, elle pense l'avoir gagnée. Alors qu'en 19, l'Allemagne a perdu la guerre. Donc, d'un côté, vous avez un régime... Enfin, il était impensable en 1919 ou en 1920 qu'il y ait un climat révolutionnaire insurrectionnel en France. C'est inconcevable. Alors que la même situation économique, on va dire, mais chez les vaincus, où les familles royales, parce qu'il y en avait plusieurs, le Kaiser et sa famille disparaissent du paysage, fait que le pays devient un moment insurrectionnel et que on peut envisager, enfin ils ont pu envisager l'hypothèse, que le monde bascule vers la révolution. Donc à ce moment-là, on voit plus apparaître en 19 de danse macabre en France.
on en verra plus dans les années 20. La cocaïne, la vitesse, la voiture, etc. Bien. En Allemagne, non. En Allemagne, c'est l'expressionnisme allemand a donné lieu à des images, bon, j'aurais pu montrer celle de Wegener, à des images d'une très très grande violence, avec justement là encore le retour aux techniques de la gravure sur bois, avec des ancrages costauds, des contrastes forts, et des images qui vont exister jusqu'en 1930. Après, j'ai parlé de celle de Rethel, j'aurais pu faire un pont, mais le temps ne me le permettait pas. J'ai trouvé une danse macabre de 1933 qui s'inscrit exactement dans celle de Rethel et qui est une apologie de la SA. J'en ai trouvé une faite par un artiste juif que j'ai trouvé au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui est de l'autre côté. J'en ai trouvé sur les camps de concentration. Il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il semble aussi que dans l'iconographie, nous, comment dirais-je, les cérémonies ou les commémorations sur la Shoah, elles sont récentes. Ça date des années 70. Il faut quand même se souvenir qu'entre 1950 et 1970, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Et donc, les artistes ne s'emparent pas du sujet. Ils s'en empareront beaucoup plus tard. Et donc, il n'y a pas de danse macabre. J'en ai trouvé 3. Il y a un très beau portfolio photographique d'un dénommé Kesting, qui s'appelle Danse macabre, où il traite des bombardements de Dresde. Vous vous souvenez, Dresde était une ville d'art et de culture. Il y avait des hôpitaux. Il n'y avait pas un gramme d'industrie à Dresde. Il n'y avait pas une voie ferrée. Et nos amis, les Anglais, ont bombardé Dresde avec des bombes incendiaires, faisant, selon les historiens, alors évidemment, l'amplitude thermique est forte, entre 40 000 et 300 000 morts. Bon, sans aucune raison militaire. Voilà. Donc lui, il fait un portfolio photographique extrêmement beau d'images retravaillées, traitées, etc., qu'il appelle Danse macabre de Dresde. Donc le sujet revient. Il y a les risques de guerre nucléaire en Corée. Corée, c'est 51, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Il va y avoir 2 danses macabres qui vont reproduire. Nous, on s'en rend plus vraiment compte. Enfin, qu'il y avait quand même à cette époque-là une vraie angoisse d'une possibilité de guerre nucléaire. Et donc les artistes s'en sont emparés. Voilà. Et ça, j'allais dire, c'est régulier. C'est comme si ça ne s'arrêtait jamais, quoi. Que cette forme-là, pourquoi aujourd'hui appeler une série comme ça Danse macabre alors qu'il n'y a plus aucune connotation religieuse dans une danse macabre. C'est fini, le monde a changé. On la conserve néanmoins. Sébastien Leroy, il vit au Havre depuis des années, mais il est né quand même bien après le bombardement. Donc oui. Il n'y a pas de relation. Oui, ce serait difficile de le tirer. Il n'y a pas de relation de cause à effet. Des questions depuis la salle? Oui. Je vous amène le micro. Travail sur les danses macabres, il y a une figure qui revient, c'est aussi la figure du fou qui revient, oui. Et toutes ces figures médiévales aussi qui font retour. Moi j'ai une série de questions, je ne sais pas si on a un peu de temps, et puis de remarques, et d'abord peut-être quelques interrogations sur ta méthode. Tu as défini un petit peu ta démarche, mais la méthode pour trouver toutes ces danses macabres, comment tu as fait d'une part, te poser aussi la question, parce que d'un événement historique, dans le temps chronologique que tu as déterminé, dont tu n'as pas parlé, c'est la Révolution française. Parce que tu as parlé de 1785 et tu as bondi à 1815. Alors, est-ce que dans les gravures révolutionnaires ou anglaises contre la Révolution et contre la République, est-ce que tu as trouvé des choses? Est-ce qu'il y a des choses? Quelle est la place et quel est le rôle de la Révolution française? Et par rebond, est-ce que la Révolution française
un des événements qui a pu provoquer ce retour de la danse macabre dans l'époque dite contemporaine. Et puis, j'arrête juste deux remarques. Est-ce que tu as un peu regardé la place du cinéma, des danses macabres dans le cinéma? Et si je comprends bien, ton corpus aussi reste européen. Pardon? Ton corpus est européen ou global? Il espérait l'être. Alors, pour répondre à ta première question sur la technique, j'ai rappelé que j'avais fait un livre sur Sattler et que là, j'avais une danse macabre à étudier. Donc, par honnêteté, j'ai cherché et j'ai trouvé des danses macabres. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on est un peu pris par cette folie-là, de cette façon de travailler? On ouvre un dossier. Et puis, chaque fois qu'en bac dedans, un catalogue de vente, une visite chez un libraire d'anciens, voilà, on trouve un article, crac, on le range. Et puis, il y a quand même en France une belle association qui s'appelle Danse Macabre d'Europe. Alors, il y a des fous furieux là-dedans. Hein, ils sont 150, mais ils sont incollables surtout. Mais la période moderne ne les intéresse pas tellement. Et donc, on commence à ouvrir des chemises, à écrire dessus, Schellenberg, 1785, pof. Et puis, il y a un moment, on se rend compte que la chemise, elle a besoin d'un carton, puis le carton, il a besoin de 2 cartons, de 5 cartons, puis d'un meuble. Alors, il faut se battre avec son épouse pour dire, tiens, pourquoi pas, mais garder un peu de place quelque part. Ça grossit, ça grossit. Bon. Et puis, ça devient... par exemple, si demain on me dit t'en as oublié une, ça me gêne pas. Voilà. Bon. Et il y en aura sûrement que je n'ai pas vu. Bon. Donc c'est très empirique comme méthode. Ensuite, oui, on lit. Donc on va relire Ariès, on va relire Vauvel, on va lire comment Michelet, dans l'histoire du Moyen-Âge, traite des danses macabres. On on nourrit sa réflexion comme ça, de façon pas très structurée, quoi. On relit M. Muret sur le 19e en espérant qu'il dise quelque chose, mais il ne l'a pas fait sur les danses macabres. Voilà, on marche par cercle concentrique. Peut-être juste dire que pourquoi Muret, parce que le 19e à travers les âges commence par cet écroulement du cimetière. Et voilà. Et donc je rêvais de trouver une bonne grosse citation dans Muret sur... je ne sais pas trouvé. Bon. Donc voilà, donc c'est un travail, c'est pas structuré. Et donc ça prend 7 ans. Ça prend 7 ans. Ensuite, on va voir son éditeur. Un jour, il est de bonne humeur. Et on lui dit, ça ne te dirait pas de faire un gros bouquin dans les danses macabres? Enfin, faut imaginer, vous connaissez, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, voilà. Et on lui ment. C'est qu'au début, on lui dit, t'inquiète pas, ça fera 600 pages, tout va bien. Puis ça en fait 900 à l'arrivée, donc voilà. Et à partir du moment, parce que c'est comme ça, c'est difficile de travailler totalement à l'aveugle. Enfin, je veux dire, sans certitude. C'est comme l'amour, il faut des signes d'amour. Donc, à partir du moment où l'éditeur dit oui, même s'il ne s'engage à rien, puisque voilà, oui, ça m'intéresse d'imaginer l'idée qu'on pourrait faire ça, à ce moment-là, on travaille différemment. À ce moment-là, on prend son petit autobus, on va à l'INHA, on va à Richelieu, on va, etc., on va au cabinet des estampes, et on va voir les sites internet des universités allemandes, notamment Düsseldorf et Heidelberg, où il y a des fonds iconographiques considérables, avec, pour certaines, des images. Celle de Van Hassen, par exemple, dans le bouquin, elle est tirée du site internet de Düsseldorf, où leurs images, les Allemands étant un peu plus courageux que nos amis français, par exemple les images de Granville, celles de Carnavalet, elles sont gratuites, celles de Nancy, elles sont payantes. Pourquoi, on ne sait pas. Bon, c'était comme ça. Les Allemands, non. Tout est en open source, enfin, pas en open source, mais en libre accès. Donc voilà, donc on devient de plus en plus systématique. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est, comme je voyais que la succession des chapitres, enfin, il y a donc un chapitre par artiste, pas par auteur, par artiste. C'est l'artiste qui fait l'entrée. Et à un moment, je me suis dit, ça va être lassant. Ça va être lassant parce que ça fait un peu anthologie 2. Donc j'ai décidé de faire des chapitres thématiques.
Et en fait, j'aurais pu construire tout le livre de façon thématique. J'aurais pu faire la guerre, les femmes, le fou, le suicide, la drogue, l'automobile, etc. Mais ça m'embêtait. Donc j'ai préféré faire un truc totalement chronologique par artiste et l'entrelarder de 11 focus sur des thématiques que j'ai toujours axé sur la modernité. Donc il y a un focus sur le suicide, un focus sur le train, un focus sur l'auto, un focus sur la bicyclette. J'ai des très beaux dessins sur la bicyclette. Voilà, il y en a 11, histoire de donner une respiration. Et puis pour légitimer mon choix d'image, je l'ai fait suivre d'extraits de textes de la littérature essentiellement européenne, sur la thématique. Donc j'ai mis des textes de Dostoïevski sur le jeu, des textes de Balzac sur le suicide, des textes de Zola sur le train, et différents trucs pour donner un peu une respiration à l'ouvrage. Voilà. Mais tu m'avais encore posé une question. Le cinéma. Pardon ? La Révolution. Alors, d'abord revenir sur les Anglais. Les Anglais, il y a un essor de la caricature en Angleterre contre Napoléon. Bon. Et contre la Révolution française, puisqu'il faut quand même imaginer le cataclysme que ça a représenté dans les différents royaumes d'Europe, que de voir qu'en France on coupait la tête des rois. Enfin, il l'avait déjà fait là-bas. Hein, pardon ? Oui, mais il y avait longtemps, il avait oublié. Mais enfin, comme ça pétochait quand même sec du côté du Pays de Bade, quoi. Bon, et voilà. Donc, je n'ai pas trouvé, pour répondre précisément à ta question, je n'ai pas trouvé d'image macabre pendant la Révolution française. Et quelque part, dans mon fond de pensée, j'ai l'impression que la période révolutionnaire ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de ça. De la même façon, pour faire un parallèle qui n'a peut-être pas lieu d'être, je n'en ai pas trouvé, mis à part celle de Charlot 51, mais il est français, ou celle de Dagley, mais qui est une reprise d'une anglaise, je n'ai pas trouvé de danse macabre américaine. Comme si l'ensemble de ces populations qui avaient été transportées, ou qui s'étaient transportées de les lointaines plaines de Pologne, d'Allemagne ou d'Angleterre, puisque c'est eux qui ont fait les bataillons de l'immigration, c'est pas la France, et qui sont allés s'installer aux États-Unis, comme si ils étaient à ce point dans la modernité, dans la nouveauté, qu'ils avaient exclu de leur imaginaire ces images anciennes. Il n'y en a pas d'américaines. C'est quand même extraordinaire, alors que tous les peuples qui constituent les États-Unis sont des peuples, M. Trump a oublié, mais ça fait rien, des peuples européens. Eh bien non, il ne s'en empare pas. Donc, pour revenir à la Révolution, non, j'ai pas trouvé... Mais même, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'image... il faut dire aussi que quand le sang coule tous les matins, place de la Concorde par ton bro-plein, peut-être que rentrant chez toi le soir, tu dessines pas un petit squelette, quoi. Tu as plutôt dessiné une pâquerette ou... Bon, je ne sais pas. Mais c'est intéressant, ça, de voir comment dans une période qui a pu être, enfin 93, c'était quand même pas marrant tous les matins, comment est-ce que dans une période stressante, et avec des guerres, donc des morts, mais c'est vrai aussi sous Napoléon, hein, Napoléon, il a quand même décimé les campagnes françaises, en termes de natalité, tout comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on s'intéresse à ce moment-là à ces images-là. Et aussi, pour la Révolution française, qui fait quand même tabula rasa, c'est quand même le monde ancien. Parce qu'il y en a encore. En 1789, alors c'est en Suisse, mais la danse macabre de Bâle existe encore. Elle ne sera détruite qu'au début du 19e. Donc il y en a encore, on en voit encore de ci, de là. Et on n'a quand même pas tellement envie de réutiliser des images qui viennent du clergé, dont on a juste envie de se défaire. Mais ça, c'est très... je ne l'ai pas écrit parce que je n'ose pas affirmer. Là, je fais avec toi comme ça, par plaisir, mais je n'ose pas. C'est pas fondé sur de l'analyse suffisante. Voilà. Vous êtes rappelé que les États-Unis, c'est une terre de paradis. Hein. Oui. C'est le paradis retrouvé. C'est le paradis retrouvé. Donc c'est difficile. Alors, à tout point, c'est difficile d'aller y chercher la mort. C'est la toute dernière image, puisque dans la danse macabre de Holbein, et traditionnellement, la dernière planche est une planche de résurrection. Voilà. Mais eux, comme ils sont arrivés directo à la résurrection, ils n'allaient pas s'embêter avec tout ce qu'il y avait avant. Bon, mais
Approuvé. Approuvé. J'ai coupé une question peut-être, parce que... Oui. Je vous suggère de lire le bouquin de Duby sur ces sujets. Ah, pardon. Je vous suggère fourguiner du côté des ouvrages de Duby sur la société médiévale. Ça a été pour l'Église, par exemple, qui prônait les croisades, ça a été un vrai souci. Parce que les chevaliers disaient « Ah oui, mais non, mais vous comprenez, moi, si je meurs au combat, je vais direct en enfer. Alors, je ne vais quand même pas aller me battre pour vous. » Donc, l'Église a dû imaginer un système où ils étaient absous avant. Et le chevalier, par exemple, dans une bataille au Moyen-Âge, le chevalier ne rêve absolument pas de mourir au combat. Ce à quoi le chevalier rêve pendant le combat, c'est d'aller capturer des ennemis pour les rançonner. Ça, oui. Mais pas du tout de mourir. Non, 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 il ne meurt pas pour le roi, il ne meurt pas pour... non, non, il meurt, il participe au combat pour des raisons économiques. Et plus les enfants sont, comment dirais-je, peu âgés dans la fratrie, moins leur avenir est assuré, et plus ils sont obligés de s'acheter le matériel qu'il faut pour combattre, pour gagner leur vie. Parce que leurs parents leur ont dit, toi, tu n'auras rien. Alors, c'est à tout prendre, tu peux devenir moine si tu veux, mais tu n'auras pas un fifrelin, donc il faut que tu gagnes ta vie. Et ils gagnent sa vie, ces chevalets-là, en combattant. Voilà. Alors nous, on a des visions, par exemple, des tournois qui sont complètement surréalistes. Il n'y a jamais eu de tournoi de face à face comme ça. Ça n'existe pas. Les tournois, c'est un grand champ où chaque chevalier est armé et tout le monde se lance dans la bagarre, essayant de capturer l'autre pour le rançonner. C'est un vaste business, quoi. Voilà. Ça, c'était la première. Alors, d'abord, là, je vais revenir à la notion de forme. Moi, je me suis attaché à ma forme de danse macabre, c'est-à-dire cette farandole, le personnage, la mort venant le chercher individuellement, et puis ensuite Holbein. Bien évidemment, toutes les cultures ont une représentation de la mort, faut-il le dire. Donc, j'ai mis dans le livre quelques belles estampes japonaises, où ils adorent représenter les squelettes. Et ils les représentent très bien. Et nos artistes français se sont évidemment, dans cette période de la fin du 19e, qu'on a qualifiée de japonaiserie, ce qui n'est pas très gentil, où l'estampe japonaise, enfin, vous vous souvenez des collections de Manet, Courbet, ils avaient, ou les Goncourt, prônaient les collections de... C'est pour ça qu'il y en a tant chez les marchands actuellement. Donc on voit bien l'influence qu'a eu le Japon sur des iconographes et des iconographies des artistes français 19e dans les danses macabres. Alors évidemment, alors j'ai cherché, est-ce qu'il y avait une danse... Alors on dit que l'origine de la danse macabre serait espagnole, ou plutôt serait arabe, venue comme souvent via l'Espagne, en Occident, enfin en Occident, oui, en Occident, voilà. Et il faut se souvenir aussi qu'à l'origine, ça j'ai pas voulu en parler parce que ça pourrait pas être trop long, mais la danse macabre, c'est une représentation scénique. C'est-à-dire que sur le parvis d'une église, on danse effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une ronde de comédiens et la mort vient individuellement s'adresser à eux et dialoguer à eux devant les bons badauds qui sont venus à la foire de Troyes. Voilà. Donc cette notion de danse, elle est très tangible. Et cette notion de danse, vous la retrouvez dans plein de cultures. Mais là, il faudrait écrire 6 bouquins, quoi. Voilà. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé, parce que quand même l'origine est chrétien. Donc si l'origine est chrétien, par définition, je ne vais pas en trouver à cette période-là
ni en Amérique du Sud, ni en Asie, ni nulle part. Voilà. Alors, il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Non, sur le cinéma. Oui. Oui, sur le cinéma. Ah, le cinéma, oui, bien sûr. Alors, parce qu'il y a une danse de mort en photo. Oui. Il y en a au moins. Alors, en danse de mort, il y en a une très rigolote qui s'appelle Ein anatomischer Totentanz, où un radiologue a décidé de faire une série de squelettes représentés en radiographie. Je pense qu'il a dû la constituer, parce que je ne vois pas comment c'est possible à cette époque-là. Et avec exactement la même scène, sous la forme de personnages nus. Alors, je dis évidemment qu'il y a une surreprésentation féminine, je ne sais pas pourquoi, et le squelette est tout aussi érotique que la dame. Voilà. Donc ça, c'est de la photo. Ensuite, il y a le casting, c'est de la photo. Et pour le cinéma, il y a un très célèbre petit film de Walt Disney qui s'appelle The Skeleton Dance, que tu trouves sur YouTube comme tu veux, qui est un régal. Mais c'est la danse des morts comprise comme le sabbat. C'est-à-dire, le sabbat, c'est vous êtes dans le cimetière, la lumière baisse, à ce moment-là, les tombes s'ouvrent et les morts dansent entre eux. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec mon sujet. Bon. Et arrive minuit, et là il faut se grouiller, parce que quand le coq chante, le coq étant une des figures emblématiques du christianisme, celui de la résurrection, le coq qui chante 3 fois, etc. À partir du moment où le coq chante, il vaut mieux être rentré dans sa tombe, sinon on est coincé. Et donc le film de Walt Disney exprime ça, mais magnifiquement. C'est un petit bijou. YouTube, Walt Disney Skeleton Dance. Ensuite, il y a un film de Renoir qui est pathétique. En plus, il est pathétique dans sa fin. Il fait tourner il imagine que les morts au combat de 14-18 reviennent à un moment dans le village et que tout le monde les voit. Bon. Et on voit dans ce film des scènes d'assaut, parce que les gars racontent ce qui se passait quand ils étaient au combat, etc. Et donc les scènes qui ont été filmées sont des fausses scènes, c'est des scènes reconstituées. Seulement, on a trouvé que les figurants qui avaient fait ce film sont repartis après au front et pour la majorité sont morts. Donc, bon. Mais sinon, alors j'étais un peu regardé du côté de la tradition juive sur comment ça s'appelle. Il y a un mythe, un mythe juif, oui, qui raconte un personnage qui revient, qui revient, il est mort et il revient danser avec sa fiancée, etc. Mais c'est trop tiré par les cheveux, on ne peut pas tout le temps vouloir tout raccorder à tout. Mais il y a quelques, je te conseille vraiment, The Skeleton Dance, c'est un petit régal. Au revoir, madame. Bon, je crois que nous allons nous arrêter là. Il est 20h. Attention, dans 4 heures, c'est vers minuit que les choses tournent mal. Oui, c'est oulala. Bon. Alors, donc rentrez chez vous ce soir, mais avant, achetez ce livre, lisez-le, c'est un voyage, et il est vraiment pas cher. Donc merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Vous avez pu écouter une rencontre avec Vincent Wackenheim, auteur de l'ouvrage La mort dans tous ses états, esthétique des danses macabres 1785-1966, publié à l'Atelier Contemporain. Vincent Wackenheim a aussi fait paraître chez ce même éditeur en 2022 Hans-Heinz Evers, Les Chœurs des Rois, illustré de gravures de Stefan Engler et de dessins de Denis Poupeville, et un court récit personnel en 2025 intitulé Touché, greffé. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.
Když jsem vás, pane, jednou viděla, věřím vám ve všem, nemusím se bát. Jen že